Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes mardi 22 septembre 2020 et tout de suite, les principaux titres. Plus de 180 personnes assassinées, d'autres persécutées, emprisonnées arbitrairement depuis l'ascension au pouvoir d'Évariste Ndayishimiye. Cela ressort du rapport de la Ligue ITK, vous le suivrez dans ce journal. Frédéric Mvula, ancien vice-président du Burundi, outré par les propos d'Évariste Ndayishimiye lors de sa visite à Kigoma en Tanzanie, juge inappropriée sa soumission au président tanzanien. Et à ce même sujet, le mouvement d'action patriotique indique que ces nouvelles relations entre la Tanzanie et le Burundi ne bénéficieront qu'à la Tanzanie. Tout de suite, le développement de ce journal. Page droits de l'homme pour démarrer notre journal. 186 personnes ont été assassinées durant ces 3 mois depuis le début du régime d'Évariste Ndayishimiye. Parmi elles, des femmes et des enfants. D'autres ont été maltraités et d'autres encore emprisonnés abusivement. Cela ressort du rapport de la Ligue ITK, sorti ce lundi. Rapport qui affirme que ces personnes ont été tuées par certains agents de l'ordre et des membres de la milice Imbonerakure. Clémentine Kanyamuneza. Le mois d'août enregistre en lui seul 79 personnes tuées, dont 29 corps ont été trouvés dans des différents endroits. 9 cas de violence basés sur le genre et 49 cas d'arrestation abusive. 49 personnes tuées pendant le mois de juillet, juste après l'investiture du général Évariste Ndayishimiye. Parmi ceux-ci, 31 corps ont été trouvés. 3 ont été enlevés selon le rapport de la Ligue ITK. La première semaine du mois de septembre a connu plus de cas avec 42 cas de personnes tuées et une cinquantaine de personnes arrêtées arbitrairement. La deuxième et la troisième semaine de septembre comptent 16 cas d'assassinat avec 150 arrestations abusives. Les 2 semaines de septembre enregistrent également un nombre élevé de personnes victimes de torture s'élevant à plus de 20 cas. Sur un total de 186 personnes tuées, 24 sont des femmes et 26 sont des enfants mineurs. 2 femmes ont été portées disparues et un enfant mineur sur un total de 11 cas de disparition forcée. Selon toujours le rapport de la Ligue ITK, plus de 80 mineurs ont été arrêtés arbitrairement et des femmes sur 290 cas. Parmi tous ces cas, plus de 40 ont été péri dans des attaques des bandes armées dans des différentes provinces. 6 personnes ont été brûlées dans leur maison dans les provinces de Bujumbura et Muyinga. Les cas des arrestations abusives se sont surtout intensifiés depuis les attaques dans la commune de Bugarama et Muhuta dans la province de Rumonge. Clémentine Kanyamuneza, il n'y a pas de chef d'État qui puisse soumettre son peuple à un autre peuple. Frédéric Mvula, ancien vice-président du Burundi, se dit choqué d'entendre Évariste Ndayishimiye dans son discours lors de sa visite à Kigoma en Tanzanie le samedi dernier. Le président de la République a dit que le président tanzanien est son père et que les Burundais sont des enfants de la Tanzanie. Frédéric Mvula trouve que c'est une soumission inacceptable de la part du chef d'État burundais. En réalité, le président Magufuli n'est pas le père d'Évariste Ndayishimiye. À notre connaissance, Magufuli est un Tanzanien, Évariste est un Burundais. Donc il ne peut pas être son père. Et en plus, nous ne sommes pas des enfants des Tanzaniens. Nous ne sommes pas de la Tanzanie. Le Burundi existe depuis belle lurette. Nous existons comme un État depuis le 15e et 16e siècle. La Tanzanie existait de son côté, mais on n'a jamais appartenu à la Tanzanie. Et la Tanzanie n'a jamais appartenu au Burundi. On n'a pas de rapport par rapport à cette question de paternité. Donc, on n'est pas des enfants des Tanzaniens. Il faut que la chose soit clarifiée. Nous ne dépendons pas de la Tanzanie. Peut-être que Évariste a confondu son État. Il est chef d'État aujourd'hui. Il n'est pas encore au maquis en Tanzanie. Ce n'est pas parce qu'ils ont évolué au maquis en Tanzanie qu'ils continuent à être des enfants de la Tanzanie. Il est supposé être chef d'État et par conséquent, il ne doit pas dépendre de la Tanzanie. Donc, ces propos, ce sont des propos malveillants, des propos mal placés, des propos qu'il aurait dû taire. Au lieu de poser les vrais problèmes qui existent entre le Burundi et la Tanzanie, notamment des propos, des problèmes en rapport avec la dimension du territoire. Parce que du temps de la cession ou du partage entre le Burundi, du partage du Burundi entre l'Angleterre et la Belgique, il y a eu la cession d'une bonne partie de Burundi. C'est une bonne partie qui est partie en Tanzanie. Et il y a des concessions. Il y a eu justement des contre-valeurs
ça veut dire qu'il a été décidé qu'il y ait une bonne partie dans le port de la Tanzanie qui soit cédé au Burundi, qui devrait être utilisé par la Belgique, et avec une bonne partie du port de Kigoma pour que les marchandises ou les biens quittent Dar es Salaam pour qu'elles puissent atteindre le Congo. Maintenant, la Belgique n'est plus là. Pour autant que la Belgique n'est plus là, toutes ces concessions doivent revenir à la République du Burundi. Et le gouvernement du Burundi doit donner un rapport concis sur l'utilisation de ces belles bases qui sont en Tanzanie, qui sont à Kigoma. Sinon, l'utilisation de ces biens doit constituer un bon rapport et le Parlement devrait absolument enquêter sur l'utilisation de ces concessions qui sont revenues de droit au Burundi. Frédéric Bamvuginyumvila s'est entretenu avec notre confrère Rodrigue Ndikumwami. Et même son de cloche pour le mouvement MAP Burundi Buhire qui met en doute la souveraineté nationale. Selon Emery Pacifique Giraneza, président de ce mouvement, ces relations ne profiteront qu'à la Tanzanie. Au moins, il faut voir là qu'il y a une sorte d'ouverture qui peut être donc bonne ou mauvaise, mais quand même, il y a ce geste que M. Ndayishimiye vient de poser. Alors, c'est plutôt le choix de la Tanzanie comme premier pays qu'il faut, je pense, donc devoir penser les motifs de ce voyage. Vous savez très bien qu'il avait été aussi invité à un sommet sous-régional où les autres chefs d'État devraient se rencontrer à Goma, mais qu'il avait refusé. Donc, il a vu qu'une visite en Tanzanie est de grande importance pour le Burundi. C'est une visite qui s'est effectuée dans une région qui était jadis une région du Burundi. Ce qui veut dire, c'est que ça veut dire aussi, donc, dans le cadre des relations internationales. Le président burundais, ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il s'est montré comme un petit homme, comme on aime le dire en diplomatie, lorsqu'il a dit que lui, il est enfant et le président tanzanien, il est son papa. Donc, littéralement, en Swahili, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit aussi que le Burundi est l'enfant de la Tanzanie. Ici, vraiment, la notion d'égalité donc des pays dans le Conseil des Nations ne veut rien dire pour le corps diplomatique du Burundi et les conseillers du président. Ça, je parle en passant. Mais les motifs qui étaient derrière cette visite, c'est plutôt les intérêts de la Tanzanie. La Tanzanie a énormément investi au Burundi. Tellement que ils contrôlent ce qui se passe au Burundi politiquement et économiquement. Ces intérêts de la Tanzanie, ce sont des intérêts où la Tanzanie a investi beaucoup, surtout dans le domaine du pétrole, le commerce du pétrole, mais aussi la Tanzanie a des ambitions beaucoup plus vastes dans la sous-région. La Tanzanie, c'est un pays qui n'aime pas du tout l'intégration sous-régionale. La Tanzanie déjoue le plan de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais alors pour faire cela, il faut quand même un partenaire. Donc, c'est le président tanzanien qui peut faire tout ce qu'il veut au Burundi. Et nous savons qu'il n'y a pas d'amis qui tiennent dans les relations internationales. La Tanzanie n'aime pas le Burundi. Ce sont des intérêts de la Tanzanie qui vont toujours primer sur les intérêts des Burundais. Et je pense que ça, c'est une conséquence très grave pour nous. Emery Pacifique Giraneza, le président du mouvement MAP Burundi Buhire. Elle est une femme burundaise. Keti Nivyabandi vient d'être nommée secrétaire générale de l'Organisation des droits de l'homme Amnesty International Canada. Au Burundi, elle était connue dans le monde médiatique en tant que journaliste et poète. En 2015, elle a pris les devants dans les manifestations qui dénonçaient les violations de l'accord d'Arusha et de la Constitution qui en était issue. Keti Nivyabandi est née en 1978 en Belgique et a fait ses études à Bujumbura au Burundi. Actuellement, elle vit au Canada où elle a demandé asile après avoir été forcée de fuir son pays.
Et les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 337 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin. Ils ont été condamnés le 30 janvier 2020 à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndilubusa, Terence Mozenzi et Jida Lelimana ont été arrêtés à Musigati le 22 octobre dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et avant de clore notre journal, dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous vous parlerons de la justice traditionnelle, communément appelée Inhahe Yokumugina, à la présentation Thierry Bigilindavi. L'institution de Bashingantahe existe au Burundi depuis la nuit des temps. À l'époque de la monarchie, cette institution servait d'interférence entre les citoyens et ses dirigeants. Même si la Belgique a créé les cours et tribunaux à l'époque coloniale, les instances de réconciliation au niveau collinaire, Inhahe Yokumugina, ont gardé leur rôle dans la société. Suite aux réformes dans le secteur judiciaire du parti CNDD-FDD, survenu au cours de son premier mandat de 2005 à 2010, la juridiction collinaire de Bashingantahe a été cependant exclue du système judiciaire. Son même parti semble pourtant avoir changé d'avis. Le nouveau président a promis de réhabiliter l'institution de Bashingantahe. Comment peut-être organiser cette institution pour qu'elle puisse garantir l'intérêt du pays et du peuple? Nous avons invité des sages notables dans ce mini-magazine Au cœur de la société de ce 19 septembre 2020. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Soyez des nôtres. Le président Évariste Ndayishimiye, dans sa campagne électorale, a promis qu'une fois élu président de la République, les instances de juridiction collinaire seront réhabilitées. Nous avons comme objectif de consolider la justice crédible et une justice qui réconcilie tous. Nous allons aussi promouvoir la juridiction de base. Nous souhaiterions même que les tribunaux de résidence doivent consulter la juridiction de base dans le cadre de rendre une justice citoyenne. La juridiction de base, c'est elle le vrai témoin oculaire pour les conflits familiaux. Le président de la République a réitéré cette promesse le jour de son investiture, le 18 juin cette année. Quel était le mode de fonctionnement de ces juridictions collinaires? Emile Nibasumba de la radio RPA s'est entretenu avec l'un des ténors de l'institution de Bashingantahe, Zeno Nichayenzi. Il lui a demandé d'abord les valeurs qu'incarnait le notable Umushingantahe. Il faut l'intelligence, la connaissance du droit, des sciences, l'histoire du Burundi, une connaissance approfondie, bien assimilée et une mémoire sans pareil. Parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas, on ne prenait pas note. Il fallait que chaque mot soit irréprochable dans le discours du Mushingantahe. Une expérience de longue durée pour analyser à faire la synthèse de toutes les questions posées avec chaque fois les motivations et chaque fois correctement. Mais pour analyser là, il fallait du temps pour être un homme mûr. Il fallait avoir passé par plusieurs stades. Le futur Mushingantahe doit savoir qu'il est sous l'œil vigilant de chaque membre de la communauté. Pas seulement de sa famille, son père, sa mère, son cousin, son arrière. Non, là, il est là pour la communauté et pour la famille, oui, bien sûr, pour tout le monde, et tout le monde le tient à l'œil. Si quelqu'un dans l'assistance se levait pour dire « moi, je m'oppose à ce que tel soit investi », eh bien, il n'était pas investi. Mais il fallait aussi se conduire en conséquence. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il y a des intelligents complètement immoraux, complètement asociaux, complètement délinquants, avec une intelligence et une mémoire d'éléphant. Eh bien, il fallait avoir et le savoir-être, et le savoir-faire. Et le Mushingantahe était chargé dans ce dispositif par Imana, donc Dieu, de remettre chaque chose, chaque personne, chaque élément de la société
à sa place. L'ancien ministre de la Justice, Didas Kiganahe, affirme que ces instances de juridiction collinaire réussissaient des règlements pacifiques des litiges mieux que les cours et tribunaux. L'institution des Bashingantahe, à travers l'Intahe Kumugina, a donc servi à la régulation des conflits dans la société traditionnelle partout où ils surgissaient. Parce que d'abord, c'est un cadre qui permet d'obtenir la justice sans débourser beaucoup de frais. Et c'est une justice qui n'est donc pas réservée aux plus riches. L'accès à la justice devient plus démocratique avec l'Institut Intahe Kumugina. Il y a des procès qui étaient clôturés dans ces juridictions collinaires sans toutefois que les parties en conflit saisissent les juridictions ordinaires. L'handicap de ces juridictions collinaires était l'absence d'une loi qui les régisse. Pour Didas Kiganahe, le gouvernement devrait d'abord mettre en place cette loi. Si aujourd'hui le pouvoir en place veut redonner de la vigueur à l'institution d'Intahe Kumugina, ce serait une bonne chose. Il s'agira alors de refondre le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure judiciaire pour trouver une place à l'Intahe Kumugina, lui donner les compétences et déterminer surtout, et c'est le plus important, qui seront qualifiés pour devenir juges au niveau de l'Intahe Kumugina. Le risque est toujours la politisation de l'institution, comme on l'a observé pendant les dernières époques. Aujourd'hui, il faudrait refondre cette institution en priorisant, en mettant en avant l'intégrité des personnes appelées à juger. Que ce ne soit pas les personnes les plus fidèles au parti au pouvoir, que ce ne soit pas la militance qui soit prise en compte comme premier critère, mais plutôt l'intégrité, le sens de la justice des gens qui vont prétendre à devenir juges au niveau de l'Intahe Kumugina. Didas Kiganahe était au micro de Bertrand Ndakuriyo de la radio Inzamba. C'est par ici que prend fin ce mini-magazine au cœur de la société de ce 19 septembre 2020. Vous étiez avec Thierry Bigilindavi. Au revoir et bon week-end. Merci à Thierry Bigilindavi et c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.